Chers amis supporters, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz. Le 28e déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. Un numéro consacré, une fois n'est pas coutume, aux exploits du FC Metz. On va revenir cette fois sur la triste défaite des Grenats vendredi soir face à Lyon. Le FC Metz, plus que jamais, englué à la 17e place et en route vers la Ligue 2. Pour en débattre, j'accueille mes trois acolytes de Let's Go Metz. À commencer par toi, mon cher Enzo Peretta, comment tu vas ? Salut les amis, salut à tous. Ça va et toi ? Ça va, écoute, super, autant que possible. Alors, à tes côtés, notre historien statisticien préféré, Théo Bauer, est de retour. Salut Théo. Salut tout le monde. Ça va bien ? Oui, comme après une défaite du FC Metz, donc... c'est voilà. mal que ça. Et enfin, Arthur Carmier. Bonjour mon cher Arthur, comment ça va ? Salut Gérald, salut à tous. Ouais, comme dit Théo, le mood, la petite gueule de bois d'après défaite, même si on commence à se faire une raison sur le sort de cette saison en Ligue 1. Et oui, comme tu l'as dit, messieurs, on y a cru pendant presque une mi-temps. On aura vu pendant quelques minutes, quelques phases, un FC Metz conquérant avec des récupérations, un bloc haut, un pressing sur l'homme, de l'agressivité et même de la réussite avec ce petit bijou, on peut le dire, de Georges Mikotadze. Et puis, petit à petit, chassé le naturel, il revient au galop. Les Messins ont reculé, ont subi et ont terminé la mi-temps avec à peu près 30% de possession de balle et une égalisation lyonnaise dans les 10 dernières secondes avant le coup de sifflet de l'arbitre. Messieurs, j'aimerais avoir votre analyse du match en quelques phrases. On va commencer par toi, mon cher Enzo. Comme tu l'as dit, je pense, Metz est retombé dans ses travers après une bonne première mi-temps jusqu'à l'égalisation de Lacazette à la 45e. Je pense tout le stade et un peu tous ceux qui ont regardé à la télé hier ont cru, ont peut-être un nouveau départ du FC Metz, mais l'égalisation de Lacazette a tout gâché et la seconde mi-temps a été le reflet de ces 10 derniers matchs du FC Metz, sans aucune envie, sans aucune attaque vers l'avant, avec beaucoup de déchets, et le résultat c'est finalement plus que logique. Sachant que, pour moi, c'est pas l'égalisation qui a fait basculer le match, parce que on s'attendait à ce que ça bascule, parce que déjà au cours de première mi-temps, les Messins avaient montré des grandes largesses, et à chaque fois que Lyon approchait des buts, on sentait une panique totale, donc ça couvait quand même depuis quelques minutes. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Théo, oui. De ton point de vue, tu l'as maté à la télé, j'imagine. Qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as vu la même chose que nous ? C'est vrai qu'on a vu quelques minutes très intéressantes en première mi-temps, un FC Metz assez séduisant, des bonnes transitions de balles. Voilà, le but de Mikotadze qui faisait plaisir, un geste technique magnifique face à O'Brien. Voilà, il a enrhumé O'Brien. On s'est dit, voilà, peut-être que le sursaut. On sait bien que face à Lyon, le FC Metz fait souvent des bonnes performances. Bon, sur match nul ou victoire, mais là, c'est vrai que seconde mi-temps, on a vu aussi un peu de la fatigue aussi. Le but de Lacazette à la fin a relancé l'équipe lyonnaise. Et malheureusement, on a revu après le FC Metz des autres matchs, des 10 derniers matchs, des derniers mois. Donc, c'est-à-dire, après des pertes de balles, il y a eu des choix, des imprécisions, mais c'était un petit peu mieux par rapport aux autres matchs où vraiment, des fois, c'était techniquement assez compliqué. Mais voilà, donc Lyon a bien joué son coup, et puis c'est encore une 10e match sans victoire, et ça commence à faire beaucoup. À voir par la suite, mais là je pense que ça. Voilà. Encore une fois, c'est une défaite qui est courte, à la rigueur. Si on était comme la saison 2017-2018 où ils avaient perdu 4-5-0, mais ils se maintenaient, là voilà, il n'y avait pas de problème. Et là, voilà, c'est toujours des petites défaites sur des détails, et puis c'est malheureux. Arthur, c'est une somme de petits détails d'après toi, ou c'est du FC Metz classique qu'on a vu ? Peut-être que le FC Metz, c'est une somme de petits détails dernièrement qui sont moins bien faits que les adversaires. Parce que j'irais pas jusqu'à dire que l'entame de match était séduisante, mais on se dit purée, enfin on a des récupérations de balles hautes, une volonté d'aller de l'avant, un 4-4-2 avec Mikotadze, Lamkelze devant, Laszlo Bologna qui a écouté ses joueurs, d'après ce que disait Didier Lamkelze à la mi-temps au micro de Prime Video. Mais ça s'est vite étiolé.
dès la première occasion lyonnaise, en fait, comme si c'était une grosse piqûre de rappel. Il me semble que c'était Maxence Cacré en première mi-temps avec cette première incursion lyonnaise. Et là, le FC Metz a eu peur. On se dit, ok, allez, on peut serrer la vis jusqu'à la mi-temps, parce que c'est normal aussi de subir. Tu peux pas être pendant 90 minutes à faire du pressing haut. C'est très énergivore comme façon d'appréhender une défense en avançant. Mais le but de la Casette, il y avait qu'un partout. Il tue définitivement tout espoir, toute velléité, parce que tu le vois venir, le scénario, en fait, avec cette égalisation. Et la deuxième mi-temps, on a retrouvé un FC Metz qu'on a vu ces dernières semaines, un FC Metz qui a peur, un FC Metz qui ne sait pas aussi être entreprenant, parce qu'on peut parler des vertus mentales de l'équipe. Mais il y a aussi un gros manque au niveau technique et en termes de niveau intrinsèque. C'est la réalité des choses. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose contre l'OL. Je pense que le FC Metz a quand même embêté cette équipe lyonnaise, même si elle a été dominée. Mais ce n'est plus suffisant à l'heure actuelle d'embêter simplement ces équipes-là. C'était quasiment déjà un match pour la dernière chance, même s'il va rester 2 matchs pour la plus dernière chance peut-être contre Nantes et Clermont. Mais le FC Metz a déjà un pied en Ligue 2. Alors, tu parlais justement d'un problème mental. C'était ma question, justement. Parce que la bonne attitude, les bons ingrédients, les Grenats ont prouvé qu'ils étaient capables de les mettre. Mais alors seulement pendant 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que, d'après vous, messieurs, c'est un problème physique, c'est un problème mental? Comment on peut expliquer ce double visage des Messins, Enzo? Je ne pense pas que ce soit un problème physique, je pense que c'est vraiment un problème mental. On en a vu dans le premier quart d'heure que les Messins ont pu embêter cette équipe de Lyon, même si c'est vrai que le but de Mikotadze, c'est un peu grâce à la mauvaise passe de Victor Orban. Engendré par un bon pressing messin. Oui, mais après la passe d'Orban est vraiment, il apparaît quand même bien. Je pense que c'est vraiment un problème mental, une sorte de résignation des joueurs, parce qu'ils n'ont plus envie de rien, comme vous le dites, ils ont peur. Théo, est-ce que d'après toi, comment ça se fait que les Messins n'arrivent pas à garder justement cette fougue qu'on a vue pendant le premier quart d'heure? Parce que c'est ça qu'on a envie de voir. Comment t'expliques ça, toi? Moi aussi, je pense qu'il y a aussi un problème mental aussi, parce que voilà, le but, toujours se prendre un but à la 45e, c'est toujours assez compliqué mentalement après de revenir en seconde mi-temps. Mais je pense qu'il y a ça, et aussi, on a vu aussi quelques problèmes physiques aussi. Parfois, on a vu plein de joueurs qui couraient aussi de partout. En première mi-temps, c'était très bien, mais le problème, c'est qu'après, on a vu que la seconde mi-temps, ils ont plus de mal. Mais je pense que oui, il y a aussi mentalement, parce que bon, même si Mathieu Edo l'a beau répéter, on veut aller de l'avant, machin, comme j'ai vu sur mon discours avec Prime Vidéo à la mi-temps, où il disait, enfin, pas à la mi-temps, mais à l'avant-match, où il disait on veut être 11 chiens sur le terrain. Bon, je veux bien, voilà, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffit de dire des mots? C'est très bête de dire des mots. Et puis on ne le devient pas du jour au lendemain non plus, hein, c'est ça. Oui, bien sûr. Tu ne fais pas une moitié de saison à 11 derrière et du jour au lendemain tu t'improvises également, voilà. Gigan pressing, je ne sais pas comment. Comment dire, comme dit l'expression, c'est on fait pas un âne un cheval de course, c'est un truc comme ça. Exactement, voilà. exactement. Et donc, oui, on voit que je pense qu'il y a aussi, enfin, c'est un peu les deux, je pense aussi, mais mentalement, ça touche quand même beaucoup plus, parce qu'on voit quand même, encore physiquement, ça reste correct. Mais ouais, c'est vraiment le mental, c'est très important. Donc, on le sait bien, dans le sport, c'est très important le mental. Et puis, voilà, on voit que Lyon, on voit comment Lyon a réussi à remonter. Hein. C'était aussi, il y a eu du mental. Hein. Parce que Lyon, quand ils ont eu des difficultés en début de saison, c'était pas à cause du physique, hein, c'était vraiment seulement le mental. Et aussi la réussite, voilà. Donc, alors Arthur, moi j'aimerais revenir sur ce fameux 4-4-2 au coup d'envoi. Est-ce que d'après toi, ça résulte d'une prise de pouvoir des joueurs, comme on a pu l'entendre? Parce qu'on a vu Laszlo Bologna un peu plus en retrait pendant ce match, moins présent dans sa zone technique. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai pas forcément vu moins présent dans sa zone technique, Laszlo Bologna. Je sais pas si c'est une prise de pouvoir des joueurs. Je pense que c'est surtout un entraîneur qui, déjà, est peut-être à l'écoute de son vestiaire, qui aurait dû l'être davantage depuis quelques matchs.
je pense que ça traduit aussi d'un certain désespoir. Foutu pour foutu, c'est comme quand t'es au lycée, que t'es, on va dire, un garçon assez banal et que et que tu tentes ta chance avec la plus belle fille du lycée. Voilà, la foutu pour foutu. Là, c'est son 4-4-2, la Slobonie. Ça n'a pas marché parce que comme je le disais, c'est un système qui est assez énergivore. Parce que forcément, tu dois courir partout. Les deux attaquants sont en quelque sorte des premiers remparts défensifs. On a vu beaucoup de ballons déviés, de ballons récupérés par la Mikelze et Mukotadze en première mi-temps. Après, si cette première ligne est passée avec aussi les deux milieux de couloir, il y a un no man's land terrible au milieu. Et l'Olympique Lyonnais en a profité en deuxième mi-temps. Mais ce qui est surtout terrible, parce que c'est un système qui laisse quand même des espaces à Lyon, mais ça a quand même été plutôt bien appréhendé par le FC Metz, qui a quand même tiré plus de fois que Lyon en première mi-temps, je crois 8 tirs à 7, même si la possession n'était pas là, mais c'était sûr qu'on n'allait pas avoir une équipe qui allait se transformer du jour au lendemain en une équipe qui fait du tiki-taka avec 60% de possession, mais ne serait-ce qu'avoir plus de présence devant les buts, de récupérer le ballon plus haut et de se procurer davantage d'occasions, de mettre en danger Lyon, c'est ça qu'on attendait de ce FC Metz, surtout avec un 4-4-2 qui te permet d'aller assez vite vers l'avant et d'avoir de la présence devant. Mais malheureusement, c'est encore une erreur individuelle qui a changé le sort du match, et on peut même pas parler d'erreur de jeunesse parce que c'est la relance absolument terrible de Christophe Herrel dans les pieds lyonnais, alors qu'on est dans le temps additionnel de la première mi-temps. Avec son expérience, il aurait dû péter une chiche en touche, ou très loin devant. C'est ça qui est assez terrible en fait, parce que même quand tu mets certains ingrédients sur le terrain, ça passe pas pour ce type d'erreur. Enzo, pour toi, les joueurs ont-ils pris le pouvoir, comme on entend alors ? Je pense pas qu'ils ont pris le pouvoir. Je pense que ce 4-4-2 là est un peu dû à, je pense un peu au manque d'idées de Laszlo Bologna avec ce qu'il peut faire avec cette équipe. Je pense qu'il est arrivé au bout. Je pense qu'il ne peut pas faire mieux. Je pense sans réel numéro 10 à part Arthur Atta, je vois pas comment il pourrait jouer différemment autrement que ce 4-4-2 là. Pour moi, je pense pas que ce soit une république des joueurs, et je pense pas que ce soit les joueurs qui imposent, je pense, ce système de jeu là au coach roumain. D'accord. Ton avis, Théo ? Moi aussi, je pense que c'est pas la même chose, parce que je vois pas vraiment une vraie prise bon, à part Udol, parce que voilà, c'est la prise de parole, parce que c'est capitaine, mais sinon je vois pas vraiment quelque chose qui fait que dans la tactique ça change. Je vois même pas, voilà, comme dit Enzo, je pense que vraiment c'est le 4-4-2, parce que voilà, il n'y a pas non plus trop de choix. Ouais. Parce que sinon, je pense qu'on verrait aussi dans le comportement des joueurs aussi s'il y avait vraiment comment ça s'appelle, une certaine prise de pouvoir. Et s'ils avaient lâché peut-être l'entraîneur aussi. Voilà, aussi, Ouais. oui, c'est ça. Mm. Et là, franchement, actuellement, on le voit pas. Là, vraiment, on fait vraiment pas attention. Mais non, je pense que c'est pas le cas. Donc, je pense qu'en fait, personne n'a le pouvoir, en fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Laszlo Bologna ne partira pas. On l'a encore plus ou moins vu hier. Et moi, ce que j'aimerais poser la question, Arthur, comment peut-on laisser le club à la dérive comme ça ? Le silence de la direction est de plus en plus insupportable avec une telle série. On aimerait avoir Pierre Drey aussi, on aimerait avoir le président serein, et pourtant, c'est le silence radio. Comment t'expliques ça, toi ? J'ai envie de dire que c'est devenu une constante au FC Metz, étant donné qu'on a l'habitude de ce genre de crise. Voilà, les dirigeants sont entendus dans la presse simplement une fois que la maison est totalement brûlée. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez insupportable. Je sais pas si ça va changer quelque chose, d'entendre Pierre Drey aussi ou Bernard Serin comme ça après un match. Mais c'est vrai que pour le symbole, il faut montrer qu'il y a une direction forte, des gens qui statuent en fait au sein du club, et on n'a pas ce sentiment. Mais c'est un détail, mais ça montre à quel point la politique sportive du club, elle est quand même assez j'ai pas envie de dire floue et illisible, parce qu'en fait on la comprend très bien. Le problème avec ce FC Metz, c'est que on a le sentiment que le maintien en Ligue 1,
c'est pas une priorité absolue pour les dirigeants parce que il y a des investissements qui ont été faits dans un tas de choses, dans les infrastructures, il y a des frais de fonctionnels, notamment au niveau de la formation qui coûte assez cher par an. Je crois que ça coûte 10 millions par an. Il y a que le PSG qui dépense plus pour sa formation en Ligue 1. Ça montre que le modèle FC Metz dans sa globalité, avec ses entités Génération Foot, qui reste un des points positifs ces dernières saisons, et le RFC Serein, ça ne marche pas en fait. Et au final, le football te le rend en fait quand tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour construire correctement une équipe en Ligue 1 et que tu essayes avec des briques et des brocs, avec le mercato d'été est complètement raté, le mercato d'hiver il a été raté aussi. On a juste eu 2 attaquants qui auraient peut-être pu apporter leur touche, mais c'est Georges Mikotadze qui pouvait aller nulle part, et Didier Lamkelze, un joueur qui bouge partout, dont personne ne veut parce qu'il a des soucis de comportement, à part au FC Metz où ça se passe bien. Là aussi, c'est un prêt avec option d'achat. Donc, au bout d'un moment, voilà, quoi, ça pendait au nez du FC Metz, on l'a dit à la fin du mercato. Et là, je vois pas quel levier on pourra actionner, parce que d'après ce qui se dit, notamment dans le journal de L'Équipe, le FC Metz n'aurait pas les moyens de limoger son entraîneur. C'est quand même assez terrible ça pour un club. Ce qui fait sens vu qu'on vient de le re-signer pour 2 saisons. Donc. Ouais. Enzo, justement, la descente, elle fait plus vraiment de doute. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après toi, et à quoi doit-on s'attendre, et est-ce qu'on peut compter sur les prochains matchs quand même, jouer le tout pour le tout, continuer d'y croire, ou bien préparer sereinement la Ligue 2? Non, je pense qu'il faut vraiment continuer, il faut vraiment commencer à préparer la saison prochaine en Ligue 2. Pour moi, on a grillé tous nos jokers, je pense, et même notre dernier hier soir contre Lyon. Je pense même si on fait un bon résultat peut-être contre Clermont qui aussi est totalement décroché comme nous, je pense pas que ça changera la donne. Je pense que là, il faut prendre le match après match, essayer de jouer le mieux possible, et pourquoi pas de prendre la victoire, aller peut-être à Clermont et Nantes, mais pour moi la messe est dite. D'après toi, Théo, est-ce que pour préparer sereinement la Ligue 2, tu fais quoi? Tu fais jouer que les éléments qui sont susceptibles de rester, quitte à se séparer de certains, voilà, je veux pas donner de nom, mais qu'est-ce que tu ferais d'après toi? Moi, je pense que oui, il faut préparer la Ligue 2 aussi en faisant jouer les jeunes, là, comme il y en a souvent avec Ibou Sané. Arthur Atta aussi joue, mais peut-être pas assez souvent. Mais oui, je pense qu'il faut préparer de toute manière la Ligue 2. Et puis, voilà, comme disait Thomas Jean-Georges hier soir sur France Bleu, il disait que voilà, Bernard Serin parle très peu, puisque c'est son habitude. Hein. C'est un industriel à l'origine, donc l'industriel parle très peu, voire quasiment jamais, à part vraiment dans des situations très très graves. Là, on est dans une situation assez grave, mais malheureusement, bon, il ne parle pas. Hein, on a toujours eu l'habitude, et il a gardé ses habitudes d'industriel. Et je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui est positif pour le club, parce que de toute manière, là, on n'avance pas, quoi. Là, 15 ans qu'il est là, 7 saisons en Ligue 1, 7 saisons en Ligue 2, une saison en Nationale. Voilà, je veux dire, c'est un bilan vraiment très, très, très mauvais, il faut le dire. Hein, c'est vraiment très insuffisant, très moyen. Et donc, je pense qu'il faut préparer un petit peu le terrain en Ligue 2, bien évidemment. C'est malheureux de dire ça, même si c'est pas encore vraiment mathématiquement fini. Mais bon, je pense qu'il faut préparer le terrain en Ligue 2, tout en continuant quand même à jouer la Ligue 1 quand même. Il faut quand même pas non plus abandonner. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, à laquelle je vois vraiment pas comment le FC Metz peut se relancer. Voilà. Arthur, tu auras le mot de la fin, opération commando ou acceptation, et puis voilà, fermer le banc. Après, nous, on n'est pas dû penser très bien, mais quand tu es dans le vestiaire, enfin, tu dois jouer toutes tes dernières cartouches jusqu'au bout. Je pense quand même que les matchs contre Nantes et Clermont, ça ressemble à des matchs de la dernière chance, et que si tu gagnes pas un, voire les deux, c'est terminé, parce que malgré tout, il n'y a que 5 points d'écart. Ce samedi, il y a un affrontement entre Lorient et Nantes. Lorient, on n'a plus de match à jouer contre Lorient, mais potentiellement, il y a une équipe qui peut rester à 5 points. Si tu gagnes contre Nantes la semaine prochaine, tu peux te relancer et peut-être revenir à 2 points de la place de barragiste.
Mais je pense pas qu'il faille préparer la Ligue 2 comme on dit tout de suite, mais il y a quand même des jeunes joueurs comme Arthur Atta qui méritent d'avoir du temps de jeu. On constate que c'est un des seuls par du jeu long qui a réussi à amener autre chose dans ce milieu de terrain. Moi j'aimerais bien le voir avec Lamine Camara. Arthur Atta, ça serait quand même assez intéressant parce que Daniel Jacques aussi, ok. Il a peut-être fait une bonne entame de match, il a gratté quelques ballons, mais on les constate à chaque match, les faiblesses de ce joueur. Donc non, il faut essayer de tenter le tout pour le tout, essayer de se baser sur ce qui a été bien contre Lyon, parce que malgré tout, s'il n'y avait pas eu cette série ultra négative juste avant, on aurait pu voir du positif dans ce match de Lyon, mais voilà, si le FC Metz n'est pas encore en Ligue 2, il a peut-être un pied dedans, mais il faut tout faire pour que le pied qui reste en Ligue 1, il soit le plus longtemps possible en Ligue 1, essayer de jouer sa chance comme ça. Tout est possible dans le foot, comme dirait Laszlo Boleni, même si il paraît un petit peu dépassé par les événements. Mais il faut quand même jouer cette carte maintien jusqu'au bout, mais avec des jeunes joueurs. Ça me fait penser il y a une quinzaine d'années à peu près. Le FC Metz aussi était au bord de la Ligue 2. Alors j'ai plus la saison en tête. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont été lancés. Et je pense que c'est la génération des Sébastien Renoir, etc. Et les jeunes au culot, sans se poser de questions, ils ont aidé au maintien de l'équipe. Donc il faut tenter des choses. Il faut essayer de faire confiance aux jeunes. Et pourquoi pas un Arthur Atta dès les prochains matchs, même si c'est pas un joueur qui va forcément révolutionner les choses. Très bien. Les amis, le talk touche à sa fin. C'était un peu moins rigolo que d'habitude, parce que je pense qu'on est tous un peu fatigués de répéter sans cesse les mêmes choses. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Pensez à liker la vidéo, à nous écouter sur Spotify aussi. On se donne bien sûr rendez-vous sur letsgomes.com et dans un prochain numéro du talk by Let's Go Metz, en espérant enfin une victoire. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.